Michel, merci de nous avoir organisé ce très très beau lieu pour notre rencontre aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes à l'Aéroclub de France, voilà. qui est le début de l'aviation mondiale. Voilà, tout est parti de là. Tout est parti d'ici. Donc j'ai adoré l'idée quand Michel m'a proposé ça. On est dans un lieu mythique. Regardez les murs, regardez les cosmonautes. On a des cosmonautes femmes françaises. On a Saint-Exupéry au fond. On a l'ancien projet Hermès. On est dans un très 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 bel endroit et on va vous parler aujourd'hui de la prochaine génération dans un secteur extrêmement particulier qu'est l'espace. Donc je suis ravi de voir mon ami Michel Tonini aujourd'hui. On se croise pas si souvent que ça dans une année, mais on s'apprécie énormément. Et donc Michel a plusieurs particularités. D'abord, c'est quelque part, on pourrait appeler ça, tu as une vie d'aventurier en fait. Un petit peu. Oui. Tu as une vie d'aventurier. C'est une aventure contrôlée. Hein. Quand on fait un voyage dans l'espace, c'est pas une aventure qu'on décide du jour au lendemain. Ouais. On prend avec un grand délai, hein, puisque quand on est sélectionné astronaute et qu'on part dans l'espace, pour moi, ça a duré 7 ans d'entraînement. Ah oui. Donc c'est une aventure vraiment vérifiée. Et tu as eu plusieurs entraînements parce que ce jeune homme a la particularité, je crois que tu es le seul Français à avoir voyagé à la fois sur Soyouz en 92 et sur la navette spatiale américaine. Nous sommes 3 Français. 3 Français. Oui, voilà. Jean-Luc Chrétien qui est le premier, ensuite moi-même et Léopold Erhardt, nous sommes tous les 3 à avoir fait un vol avec les Russes et les Américains. D'accord. Donc sacrée aventure. Et en fait, tu as eu pas mal de formations successives. Tu as dû apprendre le russe, j'imagine? Gavailu Paruski, à Bizatelna. D'accord. Donc tu as connu Baïkonour, avec son climat un petit peu rude? Alors, rude l'été en chaleur, rude l'hiver en froid. Donc, j'ai fait les deux, oui, bien sûr. C'est des climats extrêmes, des climats vraiment très chauds et très froids. Ouais. Donc, il a une vie d'aventurier moderne et c'est absolument incroyable. On va vous parler aujourd'hui des 25 prochaines années sur l'espace. Et l'espace, en fait, on peut cerner 3 grands sujets. On est bien obligé de se canaliser, sinon on va y passer la nuit. Donc, on va se canaliser sur 3 grands sujets. Tout d'abord, l'espace civil, hein, qui est en train d'évoluer à marche forcée en ce moment avec la compétition qu'il y a entre plusieurs grandes nations. On va avoir également l'espace militaire, où les Américains ont lancé une nouvelle Space Force, et également ensuite, et surtout, et j'espère qu'on en parlera très longuement parce que ça c'est passionnant, des nouveaux rêves en fait, des nouveaux rêves, c'est ça en fait, c'est du Kennedy en fait, c'est que on va repousser la frontière de nos rêves avec la Lune dans un premier temps et Mars dans un second temps. Alors bon, je vous présente pas Michel. Michel a un parcours absolument fantastique. Il a même d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, c'est même toi qui as recruté Thomas Pesquet. Exact. Voilà, Thomas Pesquet. De même que 5 autres astronautes européens. Donc il y avait Pesquet, mais il y avait un Allemand, il y avait une Italienne, un Italien, un Anglais et un Danois. 6 personnes. Et tu en 2008. Et tu as organisé leur formation, voilà, c'est ça? J'ai fait leur formation de base et leur sélection. Incroyable. Et ils ont été 6 recrutés sur un total de 8400 candidats au départ européens avec les mêmes critères. Ouais. Le plus dur, c'est d'avoir des critères équivalents pour tous les pays européens. C'est-à-dire que les 500 millions d'habitants devaient avoir accès aux mêmes données, aux mêmes tests. D'accord. Le centre de formation est toujours à Cologne. Cologne. Donc en fait, tu y allais très souvent. Moi, j'habitais à Cologne. Oui, carrément. Mon bureau était à Cologne, j'habitais à Cologne. D'accord. Très très bien. Donc ce jeune homme tu me corriges si je me trompe, mais a totalisé quand même 4500 heures de vol sur plus de 90 avions différents. Oui, c'est ça. C'est une performance absolument incroyable. Donc je le répète, il a quand même connu la station Mir, qui pour les jeunes générations, ça leur parle pas Mir en fait, hein, mais il a quand même connu la station Mir en 92 et en 99, tu as connu Columbia. Et d'ailleurs, tu as envoyé un satellite d'observation d'espace profond. Un télescope qui va chercher les rayons X qui viennent des trous noirs, des étoiles à neutrons, des quasars. Tous les phénomènes stellaires assez importants vont dégager des rayons X et nous on les récupère avec ce télescope à rayons X qu'on appelle Chandra, qui a été lancé en 99, qui était bon pour 5 ans minimum de durée de vie et qui est toujours actif et qui amène une panoplie complète de visualisation de tout notre entourage sur les trous noirs. Donc on a une cartographie des trous noirs pour mieux comprendre les phénomènes physiques qui nous entourent. D'accord.
Très bien. Alors, premier sujet. En ce moment, on voit de l'espace civil, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment tout à fait toujours civil. En fait, nous avons observé, au cours de ce mois de juin 2020, nous avons observé l'envoi du dernier satellite Beidou, donc chinois, qui couvre maintenant la totalité de la Terre, qui est leur GPS à eux. En fait, on a 4 concurrents. On a le GPS américain, on a Galileo, on a Beidou, le chinois, et on a GLONASS, hein, le russe. Oui. Voilà. Donc c'est hyper stratégique parce que ça vous permet, quand vous êtes en voiture, de vous géolocaliser, les piétons également. Vous avez aussi toutes les sociétés minières, vous avez l'agriculture qui permet de les géolocaliser, les cargos, les bateaux cargos. Donc c'est très très important d'avoir une géolocalisation très précise. Et en fait, on sent bien une grosse compétition comme ça. D'ailleurs, j'ai eu les statistiques il n'y a pas très longtemps. Les Chinois, grâce à leur système Beidou, ont totalisé en 2019 1 40 000 km de voitures autonomes avec 73 véhicules dans Pékin en une année. Donc on sent qu'il va se passer des choses sur les voitures autonomes et Beidou est leur outil. D'ailleurs, ils ont totalisé 75% du volume des kilomètres Beidou, mais il y a 12 autres opérateurs qui font ça. Donc l'espace civil, comment est-ce que toi tu le perçois Alors c'est évidemment, au niveau du GPS, c'est très important parce que jusqu'à présent, on était dépendant uniquement du GPS américain, qui avait 2 sensibilités, la sensibilité précise et la sensibilité imprécise. Et donc, il pouvait switcher de précis à imprécis quand il voulait, sans nous demander. Et donc, c'est extrêmement grave. Donc, il était important que nous, en Europe, on ait notre Galileo, qui était notre GPS à nous européens, que les Russes aient la même chose et que les Chinois aient la même chose, c'est pour avoir une indépendance. Non seulement c'est la précision de localisation, mais certains avions aujourd'hui sont guidés en attitude et en roulis, en longitudinal, par le GPS. Ah oui. Il n'y a plus les systèmes de gyroscope comme avant. Maintenant, l'avion est contrôlé automatiquement par le GPS, donc il est fondamental d'avoir une autonomie. C'est très stratégique finalement. Ah oui, on ne peut pas couper la sensibilité, la précision, juste au bon vouloir des Américains. Et on a de plus en plus d'outils de toute façon qui utilisent le GPS. On a même vu Android d'ailleurs qui utilise les 4 GPS au cas où, qui sont capables de fonctionner avec les 4 GPS. Et c'est assez intéressant parce que à l'heure où on parle d'objets connectés, les fameux OIT et ainsi de suite, en fait tout est géolocalisé aujourd'hui. Sans le GPS, c'est un peu comme, la carte bleue, sans système bancaire et sans GPS, on ne vit plus. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, au niveau de l'aviation, avant on utilisait des radiocompas, des VOR, des TACAN, des ILS, des DME. Tout ça va être couvert maintenant par la GPS. C'est absolument incroyable parce que tous ces moyens coûtaient cher, il fallait les entretenir. Les balises VOR existaient encore. Il faut qu'on arrête tout ça, ça sera des GPS. On peut faire aujourd'hui des finales GPS. On peut se poser avec un GPS. Alors, ce n'est pas aussi précis qu'un ILS pour l'atterrissage de précision, mais on peut faire beaucoup de choses. Mais ça pourrait le devenir, peut-être ? Dans le futur, oui, ça sera devenir. Alors, justement, pour faire la transition avec le domaine militaire, c'est que le GPS, enfin les systèmes GPS, parce qu'on a l'habitude d'appeler ça GPS, mais le GPS, c'est surtout le positionnement américain. Mais avec un système GPS aujourd'hui, la particularité, c'est que aussi, on peut piloter, on peut guider des missiles de haute précision. Bien sûr. Donc c'est en cela où c'est stratégique. Chaque nation doit avoir son système à lui. La navigation, une partie de la navigation peut se faire au GPS. Après, c'est couplé avec des centrales inertielles. Puis après, il y a d'autres systèmes qui sont secrets, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui fonctionnent bien aussi. Oui, dont tu as peut-être connaissance. Un mot sur le militaire. On a vu qu'il se passe des choses aussi sur le militaire. Il se passe des choses dans tous les pays. Aux États-Unis, ils ont le Space Force. Mais nous aussi, en France, on a déclenché notre Space Force. Je ne savais pas. Pour les Français, qui va regrouper un ensemble, ça sera à Toulouse, ça va regrouper les 3 armes, donc l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, qui vont être avec le même système pour utiliser les moyens spatiaux. Les moyens spatiaux, c'est la localisation, c'est la communication, c'est l'observation. C'est les 3 moyens de base principaux. Et lorsqu'on a l'observation en intelligence, lorsqu'on a le renseignement, ça va bien aussi, la localisation c'est bien, et la communication. Les communications, c'est extrêmement précis. Et en plus, ça va être accompagné par tout un ensemble de drones qui vont être contrôlés par des GPS aussi. Donc on a dans le futur une utilisation de drones qui est vraiment très très importante, faite par les moyens spatiaux. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une remilitarisation de l'espace? Parce qu'on voit bien la course que se font les Chinois et les Américains. Les Américains ont lancé la Space Force en disant on crée une Space Force avec nos alliés contre la montée en puissance des Russes et des Chinois. Les Russes sont déjà très en avance par rapport aux Chinois dans l'espace, mais il semblerait qu'il y ait beaucoup d'envois militaires dans l'espace.
Alors les envois militaires, c'est surtout les envois de satellites militaires. D'observation. D'observation principalement. Il y en a quelques-uns qui sont armés, semble-t-il. Alors, armés, disons qu'aujourd'hui, chaque pays a démontré qu'avec un laser, il pouvait détruire un satellite. L'Inde nous a fait la démonstration il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. L'Inde est très très forte. L'Inde est encore un participant spatial très important. Donc le militaire va continuer au niveau spatial aussi parce que nos moyens spatiaux sont vraiment l'équivalent de la couverture aérienne dans le temps. La supériorité était celui qui avait le contrôle de l'air. Aujourd'hui, la supériorité, c'est celui qui a le contrôle de l'espace. Au niveau de la technologie et au niveau des moyens militaires, bien sûr. D'accord. Et même à la limite, celui qui ira le premier sur la Lune aura un avantage par rapport aux autres, parce qu'il leur a démontré qu'il aura une capacité technologique qui suppose qu'il a derrière la capacité scientifique et technologique pour faire les moyens militaires associés. Donc, le militaire, de toute façon, il a toujours été très proche des innovations dans les GPS et dans tout ce qui se passe dans la techno. Et donc, le militaire va être partie prenante et cofinanceur, d'ailleurs, de tous les grands projets. Bien sûr, probablement. Bien sûr, il y a toujours les militaires qui suivent nos vols spatiaux. Ce que nous faisons à la NASA, c'est suivi principalement par les civils, mais aussi par les militaires. Et d'ailleurs, la navette spatiale américaine, quand elle a été faite pour lancer tous les satellites, qu'ils soient civils ou militaires. Et il y avait des missions qui étaient purement militaires. Bien sûr. Mais de toute façon, on le voit avec le SpaceX. SpaceX est cofinancé par les militaires. C'est comme ça qu'ils arrivent à équilibrer leurs comptes, en réalité. C'est du win-win pour SpaceX, parce que ça fait gagner de l'argent à SpaceX, qui, je rappelle, a été créé en 2002. À l'époque, en 2002, personne ne pensait qu'il allait réussir. SpaceX, Elon Musk est un garçon vraiment motivé, qui a commencé à faire le corps de la fusée. C'est un ingénieur, il faut rappeler que c'est un ingénieur. C'est un ingénieur et financier. Et ça, c'est le profil extrêmement rare, parce que lorsqu'il fait un morceau de métal, il sait combien ça coûte. Et il sait si le prix... Sa résistance... C'est fabuleux. Pour les jeunes qui nous regardent, la formation idéale, c'est le gars qui a le niveau technique et financier. C'est ce qu'a fait. Il sait de quoi il parle, quoi. Il a un prix à chaque chose. Il achète une table, il met la table à autant. Est-ce que ça vaut le coup de mettre tant dans la table pour ce qu'on va en faire? Ça, c'est génial. Et donc, il a fait la fusée au départ, il n'y avait pas de moteur, donc il a dit on va acheter des moteurs russes. Les fameux RD, qui étaient des moteurs cryogéniques russes, qui étaient non utilisés. Les négociations n'ont pas très bien passé, et puis il s'est lassé, il a dit on développe. On développe. Il a demandé à un de ses ingénieurs de faire le moteur Merlin, qui est un petit moteur à kérosène oxygène, qui fonctionne très bien. Et il a fait des petits moteurs. Donc, c'est les nouvelles technologies. Il a fait un total de, je crois, 20 ou 22 moteurs qui poussent la fusée Falcon. Et ces moteurs sont faits chez lui. Donc, il fait les moteurs, il fait le corpus. Et en plus, il dit, ça serait quand même sympa si on pouvait faire poser la fusée avec le pilotage. C'est brillant comme idée. C'est brillant et puis c'est motivant. L'avantage, c'est qu'il fait une idée nouvelle. Donc, les jeunes ingénieurs qui disent, on va essayer. Il s'est planté un peu. Comme tout le monde. Mais maintenant, il réussit bien. C'est spectaculaire. Je ne dis pas que c'est rentable, mais c'est spectaculaire. Alors, il a vendu l'idée au Congrès que c'était rentable puisqu'il récupérait le premier étage. Oui, mais on a fait ça avec la navette. On récupérait les boosters, on récupérait la navette, on récupérait les moteurs et les astronautes. Et on s'est rendu compte que de tout remettre en œuvre coûtait extrêmement cher. Bien sûr. Les Russes font du jetable, ça coûte moins cher. Donc, sur le bilan... La navette a eu un coût d'exploitation énorme. Oui, parce que c'était 500 millions le vol. 500 millions de dollars le vol. Alors que SpaceX, il décolle à 70 millions le vol. Oui, c'est ça. Il est quand même 7 fois moins cher. Mais c'était assez impressionnant. Moi, je m'étais connecté en direct pour voir la Falcon Heavy, où quand on voit les deux boosters se reposer, mais symétriquement et tout ça. Alors, c'est vrai que le premier étage de la fusée, c'est un tout petit peu loupé par rapport à sa barge ce jour-là. Mais c'était. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on a vu le Space Center, c'était que des jeunes. Oui, c'est vrai. Que des ingés jeunes et ainsi de suite. Il motive bien ces jeunes. Et puis, moi, je me souviens de ses débuts, en 2002. Il a commencé à lancer ses fusées. Il a fait un décollage, échec. Deuxième décollage, échec. Exact. Troisième décollage. Et avant le quatrième, il a réuni tout son personnel. Il a dit, demain, c'est le quatrième. Je vous le dis, si demain on se plante, on arrête tout. Exactement. Et donc, il n'y a pas meilleur outil de motivation pour ces troupes. Donc les gens, ils ont vérifié tout au millimètre près. Parce que tout est dans les détails, en fait, à ce niveau-là. Il s'est motivé. Et je suis certain s'il avait eu un échec, il aurait arrêté. Et d'ailleurs, pour lui, l'échec est très important parce qu'il ne recrute jamais un ingénieur qui n'a pas eu d'échec. Il dit bien l'échec et comment se reconstruire par l'échec. Les jeunes, écoutez ça, les jeunes, c'est très très important. Parce que nous, en France, on a une culture du zéro échec. On n'a pas le droit d'échouer avant de réussir. Statistiquement, ce n'est pas possible de se lancer dans une aventure s'il n'y a pas eu d'échec avant. Ce n'est pas possible. Vous avez des entreprises comme Microsoft, par exemple, où ils recrutent
que des gens qui ont eu des très lourds échecs, ils ont le cuir épais, ils ont eu le cuir tanné, parce que ce sont des gens qui ont une somme d'expérience que les autres n'auront pas. Donc ça, c'est très anglo-saxon dans la démarche, et c'est vraiment très motivant pour tout le monde d'ailleurs. Et ça crée un élan. Donc, le civil, là on parle de la Lune, on parle de nouvelles stations, on parle des Indiens, des Russes, des Chinois et des Américains sur la Lune. Oui. Ça fait beaucoup de monde tout ça. Alors déjà au départ, aujourd'hui, dans la Station spatiale internationale, il y a 5 agences spatiales, donc américains, russes, japonais, canadiens, européens. Les Européens, c'est 10 agences spatiales. Donc au total, on a 15 agences spatiales qui travaillent dans l'espace pour faire cette station ISS qui existe aujourd'hui. Vont se rajouter, j'espère, les Chinois. Dès que les Chinois vont trouver l'accord avec les Américains, ça va aller. Et puis les Indiens. Oui. Donc au total, on aura 7. J'avais entendu parler aussi des Israéliens qui avaient des projets. Les Israéliens ont aussi des projets, mais pas encore des projets habités. Pour l'instant, c'est des projets satellitaires, de fusées et satellitaires. Pour des raisons très différentes. Mais au niveau techno, ils sont très bons. Ils sont très bons. Très très bons. Oui. Ouais. Quand on voit les succès avec le Kfir, qui était un Mirage 3 amélioré, ils ont fait vraiment très bien. Donc la première étape, c'est quoi? C'est une station? Alors le but, c'est de faire aujourd'hui, c'est de faire une station autour de la Lune qui, je pense, c'est pas encore décidé à 100%, mais qui serait sur une orbite polaire. D'accord. Alors c'est très avantageux d'avoir une orbite polaire parce que ça veut dire qu'on peut se poser sur le pôle sud où il y a beaucoup d'eau, il y a un cratère immense avec des tonnes et des tonnes d'eau. Aller au pôle Nord aussi, et puis on peut se poser à l'équateur. L'avantage, c'est que si on est en orbite polaire, on peut balayer toute la surface de la Lune. On se met sur orbite polaire, on tourne autour de la Lune. D'accord. Alors, c'est une orbite où on serait avec une station très petite parce que ça coûte beaucoup plus cher. Vu qu'on est à 400 000 km et non pas à 400 km, les prix sont différents. Donc, c'est une station à 3, voire 2 éléments pour l'instant. Ah oui, c'est très modeste. Très modeste. Avec un staff de combien? 2, 3, 4 personnes max? Ça serait 4 personnes. Alors, 4 personnes, et le but, c'est d'avoir 2 personnes qui restent sur la Lune, enfin qui restent dans la station, 2 qui descendent sur la Lune, et au bout de quelques jours, ils reviennent sur la station. 2 autres vont se poser, mais pas tout le temps, quand il y aura vraiment un besoin spécifique destiné par la science. Le problème que nous avons sur la Lune, c'est que le temps maximum de durée de vie d'un être humain, c'est de 40 jours, parce que nous sommes au-dessus des ceintures de Van Allen, donc on est plus protégé des radiations. Très important. Là, aujourd'hui, sur la station ISS, on prend 10 fois plus de radiations que ce que nous avons sur Terre, mais si on sort des ceintures de Van Allen, qui sont des champs électromagnétiques autour de la Terre, on va prendre beaucoup plus, et le temps limite du corps humain, c'est environ 40 jours. Donc c'est très important d'aller là-haut, pour étudier la Lune, mais aussi étudier tous les moyens de protection radiation. Ça veut dire qu'il va falloir des navettes régulièrement pour juste renouveler les staffs. Bien sûr. Et donc, ça va engendrer des coûts, plus l'alimentation en énergie. Ça va coûter cher. Mais quand on regarde les prix, une fois que les prix sont mutualisés, c'est pas très cher. Par exemple, nous en Europe, avec le module Columbus, qu'on a récupéré du programme Hermès, avec l'ATV, qui était le module de ravitaillement lancé par Ariane 5, le corps des astronautes et tout ça, ça nous coûte 1 euro par an et par Européen. Donc on ne peut pas dire que c'est très faible. C'est faible par rapport aux avantages, à l'intérêt qu'on a par rapport à l'espace. L'investissement par rapport au rêve que ça génère, c'est fantastique. Oui, à mon avis, c'est très bien. C'est pas un mauvais choix, je pense, qu'on a fait pour ça, surtout qu'on est dans la coopération. Et grâce à cette coopération, surtout avec le succès de l'ATV, un des modules de l'ATV va servir comme module d'Orion, qui est le module qui va aller sur la Lune. Et ça sera le compartiment technique, le service module d'Orion. Et comme on a une coopération technique avec les Américains, avec la NASA, on aura certainement un Européen qui ira se poser sur la Lune, chose qu'on n'aurait jamais eue avec Hermès. Donc c'est pour ça que la coopération... Thomas s'est proposé pour aller sur la Lune. Sur la Lune et même Par sur contre, Mars. Ce sera peut-être, et même sur Mars, mais ce sera peut-être un peu court. Dans le cadencement du programme, c'est peut-être son successeur. Ça sera, ça sera court. À mon avis, c'est bien de rêver. Oui, bien entendu. Et puis l'année prochaine, il peut aller sur la Lune, il peut y aller. Alors donc là, c'est une station au-dessus de la Lune avec des allers-retours sur la Lune. Oui. Mais on va recréer une nouvelle station ISS. Alors, c'est pas encore sûr, mais si on faisait une station en orbite basse, elle serait extrêmement avantageuse parce que de la station en orbite basse, il suffit d'avoir juste un remorqueur, comme un tug, pour aller de l'orbite basse à l'orbite lunaire. Oui. Il faut qu'on soit sur le même plan orbital, bien sûr. Bien sûr. Il faut calculer par rapport à ce qu'on va faire. C'est un peu technique, mais c'est vraiment intéressant parce que la rentabilité est forte. C'est un train autour de la Terre, un train autour de la Lune et un remorqueur qui va entre les deux. Donc là, c'est le meilleur rendement parce qu'avec une petite fusée de 20 tonnes, c'est ça. Falcon peut le faire. Exactement. Alors, pourquoi aller sur la Lune? Pour les recherches scientifiques, pour les recherches minières, pour l'hélium 3 et aussi pour... Peut-être des terres rares?
les terres rares, les matériaux rares qui sont sur la Lune, et aussi pour toutes les expériences scientifiques qu'on n'a pas eu le temps de faire, parce que le temps maximum que nous avons fait sur la Lune, c'était 2-3 jours maximum. Donc on n'a pas eu beaucoup de temps d'exploiter le sol minier. D'accord. Et alors l'étape d'après? Alors après, une fois qu'on aura compris comment fonctionnent les radiations grâce à nos missions lunaires, on pourra aborder le voyage vers Mars. Voilà. Parce que comme tu dis qu'on est limité dans le temps avec 40 jours, la grande difficulté, c'est que le temps d'y aller, de revenir et de pouvoir exploiter un temps sur place pour justement des recherches minières ou ainsi de suite, 40 jours, c'est très court. C'est très court. Parce qu'un voyage aujourd'hui, c'est 2 ans avec des moteurs chimiques. Mais d'ici l'époque où on ira sur Mars, à mon avis, on aura déjà fait des progrès sur les radiations, mais on aura également les moteurs ioniques, des moteurs à poussée constante, qui ont l'avantage, vu qu'ils ont une poussée ionique, électronique, on peut avoir des cuillères orientables, variables, et donc plus on s'éloigne de la Terre, plus les cuillères vont se refermer, et donc on va accélérer en permanence. Le but, c'est de faire la moitié du trajet Terre-Mars en accélération, l'autre moitié en décélération, et on peut faire le voyage en 3 mois. D'accord. On peut le faire en 6 mois. D'accord. Donc le but, c'est de faire 3 mois pour y aller, 3 mois sur place, 3 mois sur le retour, donc on fait ça en 9 mois. Alors que si, aujourd'hui, on le fait avec des moteurs chimiques, il faut 6 mois pour y aller. Le temps qu'on reste sur place, on est décalé entre la trajectoire de Mars, du Soleil et de la Terre. Exact. On ne peut plus rentrer. Oui, ce qui est un peu embêtant. Il faut attendre de se recycler par rapport au même côté du Soleil. Et ce qui m'avait frappé, c'est que tu m'avais dit qu'il va falloir aussi faire beaucoup d'avancées technologiques, ne serait-ce que pour les scaphandres. Parce que tu m'avais expliqué ça, sur Mars, avec le rayonnement cosmique justement, on peut se faire griller en 15 minutes. Bien sûr, donc il faut des scaphandres qui soient protégés, et bien certainement que lorsqu'on habitera sur Mars, on habitera dans des sortes d'iglous faits avec la terre martienne qui nous protégera des radiations pour limiter le temps à l'extérieur face aux radiations. Même chose sur la Lune. On aura du semi-enterré. Donc on va robotiser énormément de choses pour pouvoir faire des recherches minières. Bien sûr. Nous, on travaille de plus en plus avec le robot. Le robot est vraiment de plus en plus notre ami. Le robot ne sait pas tout faire tout seul. Nous, on ne sait pas faire tout seul. Mais le couple homme-robot marche très bien. Donc en fait, l'espace En fait, il y a des phases dans l'histoire, et là, on est dans une phase qui va être très riche pour l'espace. Il y a un creux, spatial, surtout en France, pas tellement en Europe, mais ça a toujours continué aux États-Unis, malgré les 2 accidents qu'ils ont eu de navette. Ça a toujours continué en Russie, malgré des problèmes économiques. Les Chinois s'y sont mis en 2003, et c'est vrai que les Chinois, quand ils ont commencé en 2003, je me souviens, le patron que j'avais quand j'étais à l'Agence spatiale européenne, il a dit: on était l'agence spatiale numéro 3, on est passé numéro 4. Donc c'était vraiment un symbole. Une fois qu'on envoie des êtres humains dans l'espace, ça change. On change de dimension. Oui, on change de dimension, on montre son savoir-faire. Et quand SpaceX a lancé son Crew Dragon le 30 mai, il a démontré qu'il était capable de le faire. Et en fait, ils vont démontrer leur avancée technologique. Les Chinois, ils vont faire beaucoup d'efforts. Et pour eux, c'est le vecteur que l'on appelle le soft power. Et le soft power, bien évidemment, ils misent énormément dessus. Sur tous les vecteurs du soft power. Donc ça va être absolument passionnant. Bien sûr. Et les Chinois seront peut-être sur la Lune avant les Américains. C'est possible. C'est possible. Il y a vraiment... Et connaissant les Chinois, il est très possible qu'ils mettent énormément de moyens pour qu'ils y soient. Et puis, ils ont les moyens intellectuels, ils ont les moyens financiers, ils ont la motivation, ils ont tout. Ils ont tout. Moi, j'ai fait une conférence à Shenzhen il y a 2 ans. Je vais dans une université, il y avait 30 000 étudiants, tous motivés à 100%. C'est impressionnant. C'est impressionnant, C'est impressionnant en savoir-faire, en vouloir faire bien. Oui, tout à fait. Donc, on dit toujours c'est fait en Chine, c'est pas très bien. Non, ça a bien évolué. Ça a vraiment évolué. Maintenant, ils ont des ingénieurs qui sont aussi brillants que les nôtres. Ils ont une technologie qui... on le voit dans plein de sujets, dans plein de domaines. Ne serait-ce que pour boucler la boucle avec le 30e satellite Beidou qui a été envoyé au mois de juin, il est d'une technologie supérieure au GPS. Oui. Donc, ils ont appris depuis 30 ou 40 ans et maintenant, ils vont... Mais c'est exactement l'histoire des empires. Avec, par exemple, on prend juste l'exemple du Japon dans les années 80. Ils ont beaucoup copié. Et après, ils ont développé. Et en termes d'innovation, le Japon, comme la Corée du Sud, comme un certain nombre d'autres pays, ils sont très pointus. Et en fait, la Chine, on est à la bascule en ce moment, où justement, ils commencent à être l'un des pays au monde à développer le plus de brevets. Donc on le voit.
Donc, dans les 25 prochaines années, plein de choses. Oui. Donc, on va forcément se revoir pour en parler régulièrement. Bien sûr. Voilà. C'est un passionné, Michel. Vous pouvez aller voir sur son Facebook ou sur d'autres plateformes. Il publie énormément. On apprend beaucoup de choses. Des choses absolument passionnantes qu'on n'aurait peut-être pas le temps d'aller chercher, mais qu'on voit avec grand plaisir sur son Facebook. Michel, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette mosaïque de points de vue sur les 25 prochaines années. Et c'est un endroit fantastique. Voilà. Très, très bel endroit. Il est vice-président de l'Aéroclub de France, quand même, ce jeune homme. Voilà. Merci en tout cas, Michel. Merci 1000 fois. Merci beaucoup. Alors, voilà. Voilà. Avec le virus, à bientôt. À bientôt. Et merci au caméraman.